Mais vous savez, il ne faut pas parler théoriquement des films. Il faut les faire, il faut les montrer, c'est tout. À mesure que les femmes se familiarisent avec la technique et la possèdent naturellement, on change aussi le cinéma. Moi, j'aime bien dire aux acteurs que j'entends le bruit de leurs pensées, comme si c'était des cric-crac mécaniques. Oui, je crois que de toute façon, il est difficile à notre époque de ne pas être influencé par le cinéma. Bonjour et bienvenue dans Cinésphère, l'émission qui réunit les copains autour du cinéma. Aujourd'hui, on va parler d'un thème que Cassandre nous a soumis et je suis en compagnie justement de Cassandre, de Benjamin, de Jérémy, de Guillaume et d'un petit nouveau dans le podcast, c'est Erwan. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous poser une petite question. J'aimerais que vous me disiez, vous me fassiez une petite reco ou une anti-reco, un film que vous avez vu récemment ou pas, mais dont vous avez envie de parler, en bien ou en mal. Et je vais commencer par Benjamin. Oui, moi c'est une reco ciné, puisqu'il est normalement encore actuellement au cinéma, il me semble. Puisque hier matin j'ai vu Jouer avec le feu. Alors je ne sais plus le nom, c'est deux réalisatrices me semble-t-il. C'est un film français donc avec Vincent Lindon et c'est très bien, c'est une très bonne surprise. Voilà, je suis allé voir ça sans trop d'attente. J'ai vu qu'il était plutôt bien placé quand il est sorti au box-office en France. J'ai vu des bonnes critiques, enfin une bonne critique notamment. Et voilà, j'y suis allé un peu en mode YOLO. Et c'est très bien, c'est un film qui parle des... c'est un père qui est avec ses deux fils et voilà, ça montre ce père un peu dépassé qui essaye de gérer, de faire en sorte que ses fils partent pas trop en sucette, sachant qu'il y en a un qui aime bien traîner avec des crânes rasés, si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, Vincent Lindon, il est pas trop d'accord. Il dit attention à tes fréquentations, tout ça. Et c'est assez touchant, c'est assez subtil, c'est assez fin. C'est un film qui prend son temps, mais qui est vraiment. Il se passe assez de choses pour qu'on s'ennuie pas. Donc ouais, vraiment bonne surprise. Je m'attendais pas à grand chose et j'ai été très agréablement surpris. Donc je le conseille. Voilà. Cassandre. Alors moi, pareil, recommandation. J'ai vu il y a peu de temps Emilia Pérez et j'avoue que j'ai adoré. Je trouve que donc c'est un film, une comédie musicale de Jacques Audiard et où on suit une avocate au Mexique interprétée par Zoé Saldana et qui du coup va se faire contacter par un mec assez puissant d'un cartel mexicain. Et en fait cet homme-là, il veut devenir une femme. Et donc tout va jouer sur son changement d'identité, sur le fait que... Alors il veut pas le faire pour pas être retrouvé, il veut principalement le faire parce que justement ça traite de la transidentité. Et du coup je trouve le film très intéressant, il y a beaucoup de critiques sur le film autour de sa façon d'aborder la culture mexicaine et la transidentité. Et du coup je suis très mal placée pour juger de ces critiques parce que la culture mexicaine je la connais pas des masses, mais je conçois qu'elle soit cliché, que son traitement soit cliché dans le film. Je saute pas des nues quand j'apprends ça, quoi. Mais en dehors de ça, je trouve que la mise en scène est assez dingue. Surtout les clips, les musiques, elles sont très entraînantes et elles ont beaucoup d'impact dans le récit. Donc déjà, personnellement, voilà, chaque morceau chanté a été un vrai régal, aussi bien visuellement que pour l'auditif. Et je trouve qu'il y a tout l'impact qui va avec le traitement du sujet, avec une forme de critique sur justement certaines choses, que ce soit en termes de société, en termes de différence de classe, sur le traitement de la transidentité, tout ça. Je trouve que c'est un film qui est plein de bonnes intentions et qu'il a su traiter son sujet avec beaucoup d'esthétisme et d'impact, à mon goût en tout cas. Très bien. Guillaume. Moi récemment j'ai revu une série, enfin pas la série en entier, mais un film d'une série que j'aime beaucoup, c'est La Panthère Rose de Blake Edwards avec Peter Sellers, et c'est des films que j'adore, donc ce serait une recommandation moi aussi. C'est une bonne reco parce que j'ai jamais osé les regarder et je me dis que ça peut être sympa. C'est particulier, c'est vraiment l'humour anglais, un peu ce côté absurde, burlesque, et je conçois que ça puisse être un peu long et je sais pas, un peu fatigant à regarder et pas super plaisant,
Parce que ouais, il y a ce côté un peu... je sais pas, c'est un peu comme... bon, c'est différent des films des As, mais c'est le côté très absurde et un peu burlesque. Des fois, au bout d'un moment, on se dit, bon, c'est bon. Voilà, je peux pas regarder un film de 2 heures comme ça. Donc heureusement, ils font pas 2 heures, hein, ces films. Mais il y en a qui sont mieux rythmés que d'autres. Et notamment un, alors j'oublie tout le temps, je crois que c'est Quand l'inspecteur s'en mêle. Je crois que c'est lui le nom. Mais il y a plein de scènes géniales et très drôles dedans. Et c'est un film et une série de films que j'aime beaucoup, avec un acteur que j'aime beaucoup, Peter Sellers. Et je vous recommande parce que c'est... Bah voilà, c'est vraiment des bons films. Et j'apprécie beaucoup ce genre de comédie. Ça me fait toujours plaisir de temps en temps d'y retourner et puis de revoir ces films. Voilà. Bah alors moi justement pour partir sur quelque chose un peu comme toi de revoir des films ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, alors moi c'est pas un film que j'ai revu récemment, mais je le connais par cœur parce que je l'ai vu une dizaine de fois. Et je me suis fait mon petit plaisir de m'acheter le Blu-ray de Tootsie avec Dustin Hoffman. Et j'aime énormément ce film. C'est un film qui est très souvent comparé à Madame Doubtfire, parce qu'il y a vraiment toutes ces histoires de quelqu'un qui se travestit pour pouvoir arriver à faire quelque chose. Dans Madame Doubtfire, c'est pour voir ses enfants. Dans ce film-là, c'est parce qu'il est enfin considéré comme un bon comédien à partir du moment où il joue une femme en fait. Et il arrive à décrocher un rôle comme ça. Et tout le monde le surkiffe, il devient une immense star. Juste parce qu'il joue dans une genre de comment ça s'appelle, une série télévisée, vous savez qu'on Sitcom tourne, pas une sitcom, un peu plus comme les ouais voilà, dans ce genre là, voilà, dans une genre de télénovelas dans le genre Dallas ou des trucs comme ça. Enfin c'est pas Dallas que je cherchais, mais soap opéra. Un soap opéra, merci, c'est exactement, non, c'est un soap opéra, c'est exactement le terme que je cherchais. Et il joue dans ce genre de choses, quoi. Et donc c'est le genre de truc où limite quand ils enregistrent, le lendemain c'est diffusé, quoi. C'est des trucs, c'est des séries qui se faisaient à la chaîne et tout. Et donc il improvise énormément et tout. Et c'est un film que j'aime énormément. Ça parle ça parle des comédiens, ça parle de plein de choses. Et puis Dustin Hoffman est exceptionnel. Et pour moi c'est même souvent le film, quand quelqu'un me parle de Madame Doubtfire, je dis mais regardez plutôt Tootsie, c'est encore mieux. Bon, je comprends le côté Madame Doubtfire, il y a un côté doudou dans ce film-là. Tootsie, pour moi, c'est le film un peu plus poussé, du même principe. Voilà. Jérémy. Moi, je vais parler d'un film que j'ai vu sur Shadows cette semaine, qui est L'exorcisme d'Emily Rose. Voilà. Je suis pas fan des trucs de fantômes, d'exorcisme et tout, parce que comme je suis plutôt cartésien, je crois pas trop à tout ça, donc forcément je préfère tout ce qui est slasher, tout ça. Mais je me suis dit, je vais tenter, et puis j'ai vu que c'était tiré d'une histoire vraie. Alors ça m'a surpris. Et puis en fait on suit le procès d'une fille en fait qui est morte pendant un exorcisme, et donc ça va être le procès de l'exorciseur en gros, avec la famille et tout qui était convaincue. Et le principe est intéressant parce qu'ils vont faire appel à des médecins, tout ça pour essayer de comprendre si si elle a une maladie ou s'il y a vraiment un truc mystique derrière. Mais comme c'est une cour, ça c'est sérieux, mais bon, ils peuvent pas se dire d'un côté, la cour, s'ils disent non c'est pas ça, d'un côté ça remet en question la religion. Donc tu vois, il y a un paradoxe dans ça. Alors, le principe est intéressant, et pourtant, je me suis fait chier. Voilà. J'ai vraiment pas beaucoup aimé le film. Je me suis bien ennuyé. Et vu qu'on parle toujours de bons films, je voulais parler de celui-là. Voilà. Je me rappelle qu'il avait fait à l'époque, ce film, il avait fait un petit peu un truc en dents de scie. Il y avait des gens qui avaient adoré justement pour le parti pris un peu différent. Je savais pas du tout que ça parlait de ça. Et j'avais aussi beaucoup de monde entendu dire qu'ils avaient été énormément déçus par le film. Et j'ai vraiment entendu, il y avait vraiment deux camps. Il dure 2 heures. Je savais pas que c'était. Je connaissais de nom, mais je savais pas que c'était traité comme un film de procès. Moi non plus. Du coup, ça m'intéresse. Moi aussi. Moi non plus, je m'attendais pas à ça. Et en fait, j'ai même pas l'impression que ce soit un film d'horreur. Il y a les scènes d'exorcisme où il y a des trucs un peu horrifiques, mais en vrai, ça fait pas si peur que ça, et c'est pas si flippant au final. C'est plus un film de procès que d'horreur. En fait. Erwan. Voilà. Et bien, puisque c'est ma première participation, je vais conseiller un de mes films préférés, si ce n'est pas le film préféré, en tout cas c'est le film que j'ai vu le plus, un petit film indépendant qui s'appelle Chevalier avec Heath Ledger. Voilà, c'est un super film. Pourtant moi, très fan d'histoire, ce film, faut pas le suivre pour l'historicité, mais ce film est cool.
Ce film est cool, les musiques sont cool, le méchant est très méchant, le gentil est très gentil. Et, c'est un super film à boire avec des bières devant des potes parce que l'histoire se suit bien. Les personnages sont tous très intéressants et puis voilà, ça reste toujours une petite formule sympathique. On voit pas souvent un film basé sur les joutes aussi. Non, c'est vrai. C'est vrai que la chevalerie, il y a tellement de choses, mais les joutes, c'est pas le truc le plus palpitant non plus, mais ils y arrivent à faire tout un truc sur les joutes, quoi. En fait, c'est presque un film de sport médiéval. Voilà, c'est avec la rédemption. Après, c'est très américain tu ne pars de rien et tu peux arriver à tout, mais c'est classe. Et puis le méchant est un Français. Et pour ça. Tu aurais pu aussi parler du film que tu as acheté en DVD récemment, là, sur des gars en joute mais en moto. Voilà. Oui, c'est plus le titre. Knight, je sais plus quoi. C'est Motor Knight. C'est des joutes de mecs en moto. En fait, le gars, il a un fétichisme des joutes. Que des joutes en moto, éléphant. Moi, après, j'ai une petite. Même dans les films porno, il aime quand ça joute, tu vois. Ouais, que quand ça joute. Quand les mecs ils joutent. Ah oui. Très spécifique. Oui, je sais pas si je vais pas le couper au montage. Ça yes, je l'assume pas des masses. Allez, nous allons passer maintenant dans le vif du sujet. Et pour parler de ça, je vais laisser la parole directement à Cassandre pour un peu partir sur ce sujet. Donc le sujet que nous avons choisi aujourd'hui, c'est savoir est-ce qu'il y a des limites à ce qu'on peut montrer à l'écran. On a plein de choses qu'on peut se poser comme question par rapport. Est-ce qu'on peut aller vraiment loin dans le malsain? Est-ce que à quel moment ça va trop loin et ça devient juste du voyeurisme? Est-ce que c'est pas une exagération? Est-ce qu'il faudrait peut-être limiter un peu les choses? Et est-ce qu'on va peut-être à quel moment on va trop loin? Tout ça, il y a plein de sujets et plein de questions à se poser. Cassandre, quand tu as eu cette idée, qu'est-ce qui t'est passé un peu derrière la tête? C'est quoi qui t'intéressait? Forcément, il y a déjà, je dirais que c'est sur deux angles. Le premier, c'est le côté violence, parce que j'ai beaucoup de personnes dans mon entourage qui ont une grande sensibilité au point de vraiment, de même un peu, de pas regarder de film du tout, quoi. D'être en mode, il y a trop de violence dans le cinéma, il y a trop de trucs, moi ça me choque, moi ça me perturbe. Et donc citer même des films un peu tout public, mais juste parce que la violence y est assez anodine en fait. Et donc déjà il y a cet axe-là, le fait que ça peut vraiment être un frein pour pas mal de personnes à haute dose, même un frein pour aller vers le cinéma, tout simplement. Et dans mon cas, moi la violence, j'avoue que ça me touche pas particulièrement. Mais par contre, moi c'est le côté violence sexuelle qui a plus d'impact sur moi. Et où je vais pas réagir de la même façon par rapport à tout ce qui va être violence sexuelle, surtout quand on aborde des sujets tels que la pédocriminalité ou ce genre de choses. Et là, je suis plus mitigée. En fait, c'est une question que j'ai posée parce que je me pose moi-même réellement des questions dessus. C'est-à-dire que des fois, j'ai un petit axe où je me dis plutôt ça, peut-être que je suis pas sûre, et peut-être, les avis des autres peuvent me faire changer d'avis, mais j'ai quand même une sorte de préavis sur la question. Alors que là, pour le coup, j'ai pas vraiment de préavis. Parce que à la fois, je considère que montrer les choses, c'est nécessaire des fois pour les dénoncer. Et en même temps, des fois, la dénonciation, elle peut servir d'excuse pour autre chose, en fait. C'est pas réellement le sujet, en fait, de la dénonciation. Mais comment faire le tri entre les deux? Est-ce qu'une seule personne en ce monde serait la bonne personne pour faire ce tri-là, en sachant que, justement, chaque avis va varier sur le sujet de ce qui est, justement, la limite ou pas. Moi, par exemple, quand mes amis parlent de violence, et quand elles me parlent de tous les exemples qu'elles vont me donner en mode tel film, il y a ça, c'était vraiment pas nécessaire, je les rejoins pas. Je trouve pas que c'était pas nécessaire, au contraire, je trouve que les scènes de violence, il y a plein de fois, elles se justifient complètement. Et même elles touchent au cœur du sujet du film. Et donc voilà, d'où le fait que je voulais lancer le débat pour un peu avoir les avis que vous auriez là-dessus. Moi là par exemple, c'est vrai que je réfléchis entre les différentes sortes de violences qu'on peut avoir. Et il y a la violence, comme tu dis, un peu psychologique ou quoi que ce soit. Il y a vraiment cette différence. Et la violence physique. Toi, tu n'aimes pas, par exemple, la violence sexuelle, tu m'as dit. Ça te met plus mal à l'aise. Donc j'imagine les films genre de Rape and Revenge ou des trucs comme ça doit pas forcément être bien ton kiff. Mais je réfléchis à un truc, par exemple, moi j'ai beaucoup de mal avec les films de Gaspard Noé. Parce que ce sont des violences froides, des violences très réalistes qui te mettent ultra mal à l'aise.
Alors que un film comme Terrifier et toute la saga, je surkiffe parce que c'est du grand guignol, c'est complètement gore, c'est la violence exacerbée et dégueulasse, mais c'est tellement fait exprès pour que ça en devienne comique, irréaliste, etc., que ça en est très drôle et fun. Et donc tu te dis, finalement, c'est ça qui m'éclate aussi pour moi, c'est la première chose qui me vient à l'esprit dans la violence, c'est tu peux être le plus violent et le plus gore possible et être hyper soft psychologiquement. Là où parfois tu peux faire exactement le contraire, tu peux ne rien montrer et être terrifié par ce que tu es en train de voir, parce que la violence psychologique est beaucoup plus forte, en tout cas à mon sens. Je comprends les gens qui n'aiment surtout pas le gore et qu'une petite effusion de sang ça les choque, hein. Mais c'est vrai que pour moi c'est vraiment l'horreur psychologique qui est la pire de toutes, quoi. Moi, ça me fait penser au pouvoir du hors-champ, ce que tu dis là, dans le sens où c'est vrai qu'il y a des films d'horreur qui m'ont fait plus flipper, alors qu'on voit moins de trucs. Et je sais que j'aime beaucoup ça. J'aime qu'on ne me montre pas, mais qu'on me fasse ressentir des trucs avec tout ce qu'il y a autour. Et c'est vrai que j'aime bien le principe du hors-champ pour ça. Parce que voilà, j'aime bien qu'on me fasse comprendre que je suis censé avoir peur. Et des fois, je le ressens encore plus comme ça, plutôt qu'en me montrant voilà, du sang, un monstre ou quoi. Et encore une fois, je préfère aussi, alors ça c'est encore autre chose, hein, mais tout ce qui est budget, ou même sans parler des budgets, de ce qu'on montre, si c'est bien fait, montre-le, il n'y a pas de souci. Mais si t'es pas sûr de ton coup et que tu dois me montrer un truc dégueulasse qui est mal fait ou quoi, bon ben, autant que tu utilises le hors-champ, moi je préfère autant, quoi. Et c'est un truc qui m'avait marqué, moi, dans les chambres rouges récemment, justement ça. Dans les chambres rouges, il y a plein de moments où la meuf, elle regarde des vidéos de torture et t'entends juste le son dans son casque et t'es terrifié de te dire mais qu'est-ce qu'elle est en train de regarder, c'est horrible. Tu sais qu'elle est en train de regarder une gamine, en plus une gamine qui est mineure, en train de se faire torturer et violer, et tu es là, tu fais ah, mais c'est jusqu'à se faire tuer aussi, elle se fait tuer. Et tu sais qu'il se passe tout ça parce que tu as vu le procès avant et tout, et tu sais ce qui se passe, mais tu ne vois rien. Et c'est terrifiant, c'est terrifiant. Ouais, c'est un peu comme dans Megan is Missing, justement, où c'est suggéré. Ouais, pensais, ouais. Mais ouais, c'est en fait, voilà, il y a plein de films comme Saw et tout, où c'est vraiment du gore, mais Megan is Missing, ça te montre rien, mais ce que tu imagines, c'est vachement pire qu'un film vraiment gore ou quoi. Ça me rappelle aussi le film Confession d'un cannibale. Et le film est intéressant parce qu'on suit une femme qui est obsédée à l'idée de trouver une vidéo d'un homme qui a été volontaire en fait pour se faire bouffer par un autre. Et et c'est tiré d'une histoire vraie. Okay. Et du coup, ils ont traîné sur des forums et en fait, ils se sont trouvés chacun. Et voilà, l'un était consentant, il voulait se faire dévorer, c'était son fantasme un peu absolu. Et l'autre voulait dévorer quelqu'un. Et il existe une vidéo qu'ils ont filmée, d'une pour attester du consentement de celui qui se fait bouffer, et aussi pour immortaliser un peu le truc, quoi. Et en fait, dans le film, on suit avant tout une femme qui essaie à tout prix de retrouver cette cassette, qui est fascinée par cette histoire, et qui veut vraiment la voir, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le film, bon, du coup, je spoil un peu, je précise, là, j'aborde la... Enfin, vous me le dites si vous préférez que je fasse... Non. Tu peux spoiler, t'inquiète. Ok. Du coup, à la fin, quand elle trouve la cassette et qu'elle la visionne, donc on la visionne avec elle, et c'est le seul moment gore du film, en fait. C'est puisqu'on voit ce qu'elle voit. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que à partir de là, son fantasme, il meurt. Elle est dégoûtée par ce qu'elle regarde, en fait. Alors que tout le film, on l'a su être fascinée par ça. Et après l'avoir vu, on sent toute l'horreur, tout le dégoût qu'elle a ressenti, en fait, à avoir enfin mis la main sur cette vidéo. Et du coup, je trouvais que le film était intéressant sur cet aspect-là. Sur l'aspect du fantasme qui est traité à travers ce personnage-là, et de comment le fantasme s'éteint quand on a la réalité des choses, en fait, sous les yeux. Ou du moins, comment il peut s'éteindre, en tout cas. Mais justement, est-ce que vous, c'est un truc qui vous fait, par exemple, vous entendez toute l'horreur d'un film et vous vous dites, mon Dieu, ça va être affreux ce que le film que je vais voir, et quand vous le voyez, vous avez la hype qui monte de ouf, c'est un peu ça aussi, tu vois, et quand tu le vois, tu fais... peut-être pas aussi bien, tu vois. Bon, elle est dégoûtée, c'est le contraire en fait, mais bah ça arrive tout le temps que les gens te survendent un truc, que t'entends waouh, c'est le meilleur film de 2023 ou je sais pas trop quoi. Moi ça m'avait fait ça genre avec Barbie, tu vois. J'étais allé voir Barbie en me disant ah ouais putain, les gens ont vraiment l'air de bien aimer. Il y a des gens qui ont dit que c'était bien. Et bah moi j'ai détesté ce film, tu vois. Enfin il y a rien qui va dedans, je trouve. Et il y a que
des bons acteurs qui jouent bien, mais c'est... La direction artistique est pas mal aussi. C'est tout, Ouais, oui, c'est vrai que après, le décor voilà. et tout ça va, mais c'est vrai que tout ce qui est derrière, c'est un peu... Enfin, tout Il y a le fond, c'est des un vannes peu, sympas, mais un peu c'est triste, bien. quoi. Voilà, après, comme tu dis là, on peut être déçu par un film, qu'il soit gore ou pas. Non, Ça, mais oui. C'est Après, surtout il y a des films après ressenti. où je me suis dit c'est trop gore, je peux pas. Non, c'est jamais arrivé après. Mais moi, tu vois, par exemple, j'ai peur. J'ai jamais regardé A Serbian Film parce que j'ai peur Ouais. que ce soit une limite que je n'y arrive pas à dépasser, que mon cerveau puisse pas dépasser. Ah, pareil, c'est vraiment le seul film que j'ai pas vu. Bah, pour moi, je trouve qu'il y a pas vraiment de limite en fait à ce que tu peux montrer. C'est juste la façon dont c'est fait. Je sais pas trop comment dire, mais par exemple, je me suis souvent posé la question quel est le pire film, enfin pas dans le sens où il est nul ou quoi, mais le pire film genre visuellement de ce qu'il raconte que j'ai vu de ma vie, je pense savoir lequel c'est The Human Centipede 2. Je pense vraiment que c'est le film le plus hardcore, on va dire, que j'ai vu et qui m'a surtout fait sentir le plus mal parce que j'ai adoré surtout quand j'étais plus jeune les films gore, les trucs comme ça. Quand j'étais ado, comme tous les ados, hein, je pense, j'adorais regarder des films gore, des gens qui se font éventrer, qui se vident de leurs entrailles, des trucs comme ça. Et ça me faisait marrer, je disais marrant, moi je m'en fous, hein, je suis un malade. Hein. Et puis c'est vrai que je me souviens, The Human Centipede 2, je l'ai vu genre 2 ou 3 fois. Et à chaque fois que je le revisionnais, je me sentais encore plus mal que la fois d'avant en fait. Et peut-être parce que j'évolue et je sais pas, je mûris aussi, mais ouais, c'est vrai que la dernière fois que je l'ai vu, j'avais vraiment mal au ventre et je me disais putain mais waouh. Et je me dis, je pense que c'est le meilleur du pire, on va dire. Enfin, je sais pas trop comment dire. Par contre, j'ai vu aussi des films, par exemple de Lucifer Valentine. Bonsoir à tous. Hein, si vous avez la ref, je ne vous fais pas confiance. Mais en gros, c'est une espèce de détraqué, hein, clairement, hémétophile, donc qui est sexuellement attiré par le vomi, dirons-nous. Et qui a fait plusieurs films assez bizarres. Hein. Je crois que j'en avais parlé dans un podcast déjà avant. Qui s'appelle la Vomit Gore Trilogy, je crois. Putain, oui, tu en avais Mais parlé du coup, là, au on tout est- début, je crois, ouais. On est dans du porno là, c'est ça ou pas? Ouais, c'est à moitié du porno. Parce que, en fait, c'est juste un fou qui a filmé une meuf qui était dans le même délire, de ce que j'ai compris. Et il lui a fait faire plein de trucs ultra hardcore. Et vraiment, et là pour moi en fait oui c'est des images choquantes tu vois, mais ça m'a pas fait le même effet que The Human Centipede 2. Parce que par exemple The Human Centipede 2 c'est un film, c'est un vrai film. Pour moi un vrai film c'est pas juste quelqu'un qui a pris une caméra et qui a filmé. Si tu veux t'as tout un travail de production derrière, t'as un travail sur les éclairages, sur la mise en scène, sur les lieux de tournage, des trucs comme ça, avec des acteurs qui jouent des rôles, hein, c'est-à-dire parce que dans Slaughter de Vomit Dolls, je crois c'est le nom du premier film, un truc comme ça. Elle fait hein, tout ce qu'on voit, elle le fait, hein, c'est-à-dire, mais c'est des trucs un peu hardcore, je sais pas trop si je peux dire, mais c'est des trucs de masturbation avec des crucifix, de vomir du sang dans des crânes humains, enfin des trucs, enfin vraiment, mais c'est un délire quoi. Il y a Jérémy qui est en train de noter la reco. Non, mais moi je trouvais ça normal. Je disais, mais c'est pas ça qu'il y a sur les sites porno d'habitude. Et pour moi, en fait, c'est trop facile. En fait, c'est trop facile juste de filmer quelqu'un vraiment faire quelque chose. Et pour moi, c'est pas des vrais films, tu vois. Donc je pense qu'il y a aussi cette limite à prendre en compte aussi. Y a-t-il une limite dans les choses qu'on montre? Enfin, c'est quoi le thème vraiment principal, Ça, la question? Y a-t-il des limites à ce qu'on peut montrer à l'écran? À l'écran, ouais. Donc c'est plus genre au cinéma quand on dit ça, quoi. Je pense général. parce que après voilà, par exemple la vidéo dont parlait Cassandre où t'as un mec juste qui se fait bouffer par un autre, est-ce qu'on peut vraiment dire c'est du cinéma ou un truc comme ça quoi? Erwan? Non mais je vois ce que tu veux dire et c'est vrai que c'est très intéressant est-ce qu'il y a des limites, est-ce qu'on peut aller trop loin, et quand tu dis tu vois ça fait des vrais trucs, globalement la limite entre cinéma hardcore et cinéma pornographique elle pourrait être là vu que ça fait pas les vrais trucs, enfin vu que c'est des comment dire, vu que souvent c'est simulé, et ben alors du coup on tombe pas là-dedans. Mais tu vois par exemple dans des films comme Nymphomaniac où ce qui se targue d'avoir des vrais rapports, des vraies choses comme ça, de Gaspard ou Noé. Love, et en fait on est sur des mouvements un peu fluctuants
Et c'est comme, j'ai envie de dire, à quel moment un film bascule dans le documentaire s'il y a plein d'images d'archives, et du coup, est-ce que par exemple, sur des grands massacres, et que tu veux faire un film là-dessus, est-ce qu'on pourrait pas montrer ces grands massacres, même si ça montre une terreur réelle? Mais j'allais dire, il y a des films, je m'étais noté, si tu veux voir des trucs ultra crus, mais très crus, qui sont pas forcément cinématographiques, par exemple Cannibal Holocaust, t'as, outre les scènes simulées, à un moment il y a un mec qui défonce une tortue, mais c'est une vraie tortue, genre il lui coupe, on voit les entrailles de la tortue, on voit tout, parce que il filme quelqu'un qui tue une tortue. Et du coup, est-ce que du coup il y a un singe aussi, ça va trop loin? Il y a un singe, et du coup, est-ce que le fait de rendre factice, ça enlève le fait de rendre la chose crue, quoi? C'est ça le... Moi, je pense, c'est toujours... je pense que oui, effectivement, Cannibal Holocaust, pour moi, ça a jamais vraiment été un vrai film, parce qu'il y a trop un jeu, en fait, avec la réalité, quoi. Et oui, il y a un jeu. C'est exactement oui, ça, c'est un jeu oui, avec la réalité. Oui, non, mais j'ai bien compris ce que tu dis, mais ce que je veux dire, c'est que, par exemple, je sais pas, tu prends... je sais pas pourquoi je pense à ça. Je ne sais pas pourquoi je pense à un James Bond. Hein, waouh. Mais Spectre, par exemple, c'est la plus grosse explosion de l'histoire du cinéma, tu vois, qui a été faite à la fin, là. D'ailleurs, qui tombe un peu à l'eau, hein, je trouve que ça marche pas vraiment, mais là n'est pas la question. Et là, oui, c'est du réel, si tu veux, mais ça impacte pas le reste. Par exemple, Cannibal Holocaust, ce qui me dérange un peu, c'est comme les films de Sacha Baron Cohen, tu vois. C'est à moitié un peu de la caméra cachée, des trucs comme ça. Est-ce que... Après, ça dépend de la définition qu'on a du cinéma et des films, tu vois. Mais pour moi, un film, c'est un truc qui est fait de toutes pièces, en gros, et auquel tu peux inclure je sais pas, des événements, par exemple, genre Spectre, tu vois, où c'est une explosion qui a vraiment existé, si tu veux, c'est pas de la CGI. Donc, on parlait de Pirates des Caraïbes, tous ces trucs-là. En vrai, si tu vas sur Internet, sur des sites un peu particuliers, tu peux trouver des décapitations en direct, des trucs de fou et tout. Mais après, le truc de le mettre au cinéma, voilà, pour moi c'est ça la limite, c'est qu'il n'y a pas vraiment de limite à ce que tu peux montrer au cinéma. Mais si tu butes un mec juste pour que ça fasse plus réaliste dans ton film, c'est un peu ça la limite, c'est faut que ça reste un film. Après, violenter tes acteurs, oui. Pour moi, là, on voit un truc comme ça, mais là forcément c'est toujours là on tape sur des films un peu flous, parce que forcément quand on cherche une limite, on est toujours dans des trucs flous. Mais tu vois, le truc de il y a une société de production, tout ça, si tu prends énormément de films pornographiques, c'est des acteurs qui rentrent chez eux, qui se font des pâtes, t'as un chef op sur les scènes, enfin je veux dire, t'as un cadreur, des fois t'as des scénarios aussi, t'as des dialoguistes, je veux dire, il y a des assurances, du coup. Et puis on l'a un peu oublié, mais il y a eu des cinémas pornographiques, du coup il y a une vraie idée de changement de plan et tout ça. Donc après c'est pas dire bientôt le prochain comment je s'appelle, le prochain Marc Ferreira, là, je sais plus comment il s'appelle, sera pas à Cannes, mais tu vois ce que je veux dire, c'est est-ce qu'on peut pas le montrer à l'écran, sachant que ça a été déjà montré à l'écran, tu vois? Et c'est ça qui est un peu compliqué, quoi. Moi, pour moi, par exemple, avec des films comme Love de Gaspard Noé, c'est que oui, là t'as des vraies scènes de sexe, et pourtant c'est un vrai film, quoi. Mais c'est rare que les réalisateurs, comme dans Nymphomaniac ou quoi que ce soit, t'osent mettre de la réelle pornographie et pas seulement de l'érotisme. C'est-à-dire que tu as vraiment des vraies fellations, des vraies pénétrations, tu les vois en gros plan et tu fais... Mais c'est souvent considéré comme la chose ultime que très peu de réalisateurs osent dépasser, quoi. C'est parce qu'on se demande, est-ce que c'est pas racoleur à un certain niveau? Parce que plus que avoir le droit de le faire ou pas, évidemment, on a le droit de tout faire, évidemment qu'il n'y a pas de limite, il y a seulement des sensibilités. Mais pour de vrai, c'est à quel moment c'est intéressant et ça va bien avec le film, et à quel moment c'est juste racoleur et gratuit. C'est plus ça pour moi la différence de la limite à l'écran, c'est qu'il n'y a aucune limite, pardon. Et, tant que c'est pertinent. Mais de quoi? Tant que c'est pertinent. Voilà, après c'est du jugement, pour moi c'est ça. Ouais, mais ça dépend. C'est aussi du jugement de qualité, parce que en gros un bon film il peut tout se permettre et un mauvais film il peut pas, tu vois, c'est bizarre. C'est-à-dire celui-là il l'a mal fait donc il peut pas, mais pour moi en fait je pense que ça dépend trop de la définition que tu as du cinéma, parce que par exemple pour moi le cinéma pornographique c'est pas du cinéma, enfin c'est pas le cinéma comme je l'entends, on appelle ça cinéma pornographique
Mais ouais, film porno et tout, mais pour moi, c'est pas du vrai cinéma. Non, pour mais là, moi, je suis d'accord, Ouais, c'est mais pour ça que après, je parlais plutôt de l'intégration du porno dans le cinéma. Ouais, Comme bien sûr, justement dans Après, si Nymphomaniac, tu files ou la des trucs comme ça. métaphore, le cinéma d'animation, c'est pas vraiment du cinéma. Parce que pour moi, il faut Non, des acteurs je suis pour- pas d'accord. Non, mais, Je suis non, pas mais- d'accord avec ce que tu dis. non, parce que pour moi, le cinéma, c'est. Je vois ce qu'il veut dire. En fait, c'est une histoire en fait créée de toutes pièces, on va dire, et où on a fait des, je sais pas, des. Parce que le truc, c'est si tu veux, dans les films porno, en gros, c'est juste de la baise, tu vois. C'est juste des gens qui vont assouvir des fantasmes, enfin qui sont branchés, je sais pas. Enfin, tu vas pas avoir genre une scène de procès de 1h30. Oui, je ne comprends pas, monsieur le juge. Et puis après, dans la loge, ils s'en vont et puis t'as 30 minutes de baise à la fin, tu vois. C'est pourtant une de mes meilleures branlettes. À Philadelphia, moi, C'était, putain, c'est incroyable. Merci marteau du Cassandre juge pour ce 3. thème, il est merveilleux. J'avais entendu parler d'un film de pirate récemment où justement c'était un porno, mais ils avaient tellement poussé le truc cinématographique où en gros c'était un vrai film, mais genre ils en ont fait 3 je crois. Et en vrai, je suis limite curieux de voir ça parce que au-delà du film porno, ils ont vraiment créé un scénario et tout quoi. Ouais, en vrai, je serais curieux de voir un film genre, tu sais, genre Pirates des Caraïbes, tu sais, avec une histoire de la digeste et tout, mais juste, tu vois, Et genre, puis, juste de la genre baisse. Orlando Bloom et Keira Knightley en train de ken, tu sais, par moment. C'est bizarre, hein, attention. Après, parce tu que vois, Bon, il y a bien eu comment ça s'appelle, des grands moments du film érotique, genre avec Emmanuel, où on a dit ah venez voir, c'est du porno, mais il n'y a pas trop de baisse, donc vous avez le droit. Tu vois. Donc, Ah, c'est pareil, moi j'ai vu 50 C'est- nuances degrés, j'étais choqué quoi. C'était. J'ai fait une petite digression dans ma pas bien. tête avec ce que tu as dit, Guillaume, tout à l'heure. J'ai imaginé des scènes avec David Jones. David c'est pas Jones, beau, ça, évidemment. c'est- Ouais, Ouais, c'est. bien évidemment, oui. On en voit une dans le 3, hein, bien sûr. la version avec- japonaise. On y est pas David loin. Jones qui parle japonais d'ailleurs. Non, mais c'est. Je vais- Ouais, pour moi, ouais, c'est. Enfin, juste. Je pense en fait, je m'en suis rendu compte moi-même, je pense que ça dépend juste de la vision que tu as du cinéma et ce que tu appelles le cinéma. Moi, je sais que pour moi, le cinéma, c'est. Je veux voir des films en fait qui sont faits de toutes pièces, si tu veux, où il y a un scénario, on t'apprend une histoire, en fait, on te fait découvrir un univers, même si c'est un univers très proche d'une autre, hein. Mais on fait tout ça et c'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas de limite. Il peut pas y avoir de limite à ce qu'on te montre. Ce qui dépend juste, c'est comment c'est fait, tu vois. Parce que par exemple, moi, ça me dérange pas que dans un film, il y ait une scène de baise, tu vois. Mais si par contre, les acteurs l'ont vraiment fait, tu vois. Enfin, je sais pas. Je trouve que justement, le cinéma repose sur le fait qu'on prétend, en fait. On joue, tu vois, un rôle. On fait pas réellement les choses. Et c'est pour ça que, par exemple, The Human Centipede 2, pour moi, c'est un très bon film d'horreur. Et enfin, c'est un film cauchemardesque, on va dire. Parce que tout ça, c'est un peu faux, tu vois. Et je suis sûr qu'il y a des détraqués qui ont fait des vrais films genre The Human Centipede 2, bon peut-être pas aussi poussé que ça. Enfin quoique je suis sûr sur le dark web tu peux trouver des trucs un peu semblables. Mais J'ai les plans si tu veux. Un imprimante 3D. Il y a, vas-y mec, let's go. Il y a des choses quand même qui sont assez limitées dans le cinéma. Je me souviens d'une interview de Damien Leone, le réalisateur de Terrifier. On lui avait demandé est-ce que vous laissez des limites, parce que même dans le 3 vous osez tuer des enfants. Il fait oui, mais je le montre quasiment pas à l'écran. C'est-à-dire qu'il y en a un, il meurt dans une explosion qui est hors champ. Et l'autre, on le voit prédécoupé, quoi. C'est un adolescent. Mais vous me verrez jamais dans un film tuer un enfant. Ou torturer un enfant et demander à un enfant de jouer voilà, la souffrance, machin et tout. Il dit ça, je peux pas. Ça, il s'est mis cette limite, lui. Il s'est dit ça, je peux pas. Et ça, c'est vrai, un truc qu'on a énormément de mal dans le cinéma. Et heureusement, j'ai envie de dire. Mais c'est vraiment d'aller dans la limite de à quel moment on est capable de montrer même de la violence avec des gosses, quoi. Parce que ça, on y arrive à ne pas y toucher encore. Alors, je suis sûr qu'il y a eu des films hyper malsains qui ont osé le faire, hein. Mais non, mais il y a des grands films grand budget. Il y a Rambo 4. dans American Sniper où t'as un mec qui perce un gosse avec une perceuse ou même tout bêtement dans ça. Hein, je veux dire dans ça, les gosses ils se font ils se font ouvrir le bide, ils se font péter les genoux. Il y a un mec qui écrit son nom sur alors c'est surtout les gros d'ailleurs qui prennent dans ça, mais ça mais après oui, ça reste quand même exceptionnel. Après, mais j'avoue que justement, ouais, ça bête, ouais. Cassandre. Vas-y, Cassandre. J'allais dire, on en revient un petit peu à ce qui fait que j'ai une hésitation en fait sur la chose. Par exemple, moi dans mon cas, c'est surtout ce qui va être, comme je disais, violence sexuelle ou pédocriminalité. Mais pour la violence aussi, il y a une sorte de, pour la mort des enfants, par exemple. Après tout, les enfants, il y en a plein qui meurent tout le temps.
Et en même temps, du coup, ça me fait me dire, si on veut pas le voir à l'écran, est-ce qu'il n'y a pas une forme, est-ce qu'on peut pas reprocher, et là ça s'applique aussi à ce que je disais sur la sexualité, est-ce qu'il n'y a pas une forme d'hypocrisie à vouloir se voiler la face sur quelque chose qui, c'est ça, qui est courant en fait. Oui, mais ça veut pas dire que tu as envie de le voir. Hein? Ça veut pas dire que tu as envie de le voir. Le fait de savoir que ça existe. Oui, c'est vrai. Mais le fait de refuser que ça soit montré de façon aussi absolue que la censure, par exemple, qu'il y a sur la mort des enfants, est-ce que quelque part, justement, c'est pas jouer l'autruche sur une réalité constante en plus? Et comme je dis, voilà, et je me pose la même question sur, comme je dis, sur ma problématique à moi qui est avec les violences sexuelles qui sont encore une fois très courantes. Du coup, donc c'est pour ça que je parle de moi-même, mon propre attrait à vouloir faire l'autruche sur certaines choses, je le comprends. Et en même temps, je le remets en question, mais justement, j'ai pas de réponse par rapport à ça. Je suis vraiment le cul entre deux chaises, quoi, sur ces deux aspects. Mais t'as utilisé le terme qu'on n'a pas encore utilisé, mais c'est vrai que maintenant il y a aussi la censure, ça c'est encore autre chose. Je voulais justement faire un petit truc, alors c'est pas vraiment une censure, c'est plutôt la limite d'âge dans les choses. Je voulais faire une petite digression avec quelques faits que je me suis amusé à chercher et faire des comparaisons entre la censure aux États-Unis et la censure en France. En France, on est le pays le plus souple sur les limites d'âge de tous les pays du monde, voilà. Et les États-Unis sont ceux qui ont la censure la plus, la plus grosse, et c'est ceux qui limitent le plus. En plus, le pire, c'est qu'on ne limite pas de la même manière. Nous, en France, on limite surtout sur la violence, là où aux États-Unis, c'est surtout sur le sexe. Donc, ils ont, comme nous, le tout public, qui s'appelle G. Ensuite, ils ont le PG, mais ils le font quasiment pas, PG tout court. C'est un accompagnement parental souhaitable, voilà. Sinon, c'est PG-13 directement. Généralement, ça passe direct de tout public à PG-13. C'est parents fortement recommandé, et ça, c'est spécialement s'il y a de la drogue ou de la violence. Par contre, s'il y a du sexe, mais même un peu soft, et bien là, on passe sur Rated R. Donc c'est moins de 17 ans, avec ils sont obligés d'être accompagnés d'un adulte. Donc les Rated R, ça va être par exemple Deadpool. Pour nous, alors je sais pas combien, je crois qu'il doit être, je sais pas s'il est pas moins 12 Deadpool, tu vois. Ouais. Là où c'est vraiment du moins 17 avec accompagnement aux États-Unis, et c'est pas à cause de la violence, c'est à cause, alors si, il y a de la violence, il faut que ce soit vulgaire, mais c'est aussi à cause qu'il y a un peu de sexe, quoi. Un peu de sexe, pour eux, c'est affreux aux États-Unis. Nous, un peu de sexe, c'est limite même pas interdit au bout de quoi que ce soit, hein, parce que en France, on s'en fiche un petit peu plus. Par exemple, on n'a pas le même niveau de puritanisme. Ben c'est ça, 50 nuances degrés en France a été interdit au moins de 12 ans, alors qu'en Angleterre, aux États-Unis, il est interdit au moins de 18 ans. 50 nuances degrés, vous imaginez? Bah déjà, il y a un rapport fort à la religion. Il y a beaucoup plus d'athées en France, alors que la religion catholique a beaucoup plus d'impact et culturel aux États-Unis. C'est vrai, mais alors c'est comme tu dis, c'est le puritanisme, mais alors la violence, ça va, quoi. Ça, il n'y a pas de souci. Plus de rigoristes aussi. Bon, en même temps, tu regardes la Bible, c'est vachement violent. Hein. Oui, tu voulais dire un truc, Erwan? T'étais dessus? Non, mais c'était pour appuyer les propos de Cassandre sur le fait que c'est vrai qu'il y a beaucoup plus aussi de puritanisme et d'action ultra violente. Autant catholique que même protestant, genre, je veux dire, là-bas il y a quand même des gens qui refusent la technologie, alors qu'ici c'est juste qu'on n'a pas le choix. Mais c'est vrai que ouais, de toute façon ça a toujours été le paradoxe des États-Unis entre sexe et violence. C'est un pays où on va interdire Deadpool, mais c'est là où il y a le plus de tirs dans les écoles. Enfin, justement, c'est ça, c'est très lié, justement. Donc il y a. Enfin oui, c'est pas nouveau, hein. C'est comme les années 60 avec le mouvement hippie, Peace and Love, tout le monde s'adore, on fait pas attention et tout, et puis après t'as eu les arrivées des Charles Manson, des Ed Kemper et tout, et puis là tout de suite ça a changé pas mal de choses, quoi. Donc oui, forcément, de toute façon après faut pas prendre les États-Unis comme enfin oui, t'as l'impression que c'est la première puissance mondiale au niveau de la pop culture et tout, mais oui, enfin clairement c'est un pays tellement d'extrême que c'est n'importe quoi. C'est comme Sausage Party, c'était ça le nom, ou qui a été banni là-bas, où il y avait tous les catholiques qui voulaient absolument arrêter, ils trouvaient ça scandaleux et tout. C'est comme The Human Centipede 2 qui a été banni. Moi, ce que je trouve scandaleux, c'est les parents qui amènent leurs gosses sans se renseigner sur le film parce que c'est un dessin animé, et qui après vont dire ouais c'est scandaleux et tout, on a amené nos enfants et il y avait ça.
Mais ouais, renseigne-toi sur ce que tu vas voir avant, quoi. Et puis en plus, il me semble qu'il était déjà PG, enfin, il était au rated, il me semble. Rated facile, je suis sûr. Ouais, mais il y a des gens qui sont allés au cinéma avec leurs enfants et ils sont pleins après. Et Benjamin, tu veux rebondir un peu sur tout ça? J'ai un petit truc à dire sur ce que disait Cassandre, justement. Enfin, je reviens peut-être en arrière, mais sur le fait de montrer des enfants, de la violence sur les enfants. Elle parlait d'hypocrisie et je pense que je suis un peu d'accord avec ce mot-là, dans le sens où voilà, j'ai un peu cette question. Je me dis pourquoi on a le droit de tuer tout et n'importe quoi, mais les enfants, non. Voilà, j'ai un peu ce truc de me dire, oui, comme elle dit, de me dire, est-ce que ça fait pas bien de dire, ah, on touche pas aux enfants? Oui, bah, d'accord, mais bon, si tu peux montrer un génocide de personnes majeures et d'animaux et de tout ce que tu veux, mais que les enfants, faut pas les toucher, je suis pas en train de faire l'apologie de la violence sur les enfants, mais c'est juste la question que je pose, quoi. Pour moi, le problème, c'est pas le fait de le montrer à l'écran, c'est de faire jouer ça à un comédien enfant. Est-ce que le comédien, lui, imagine, tu as envie de tuer un gosse de 5 ans, d'accord, dans ton film. Comment tu fais jouer ça à un gosse de 5 ans? Tu te dis, comment tu peux ne pas le perturber? C'est un peu comme le coup de l'exorciste. La gamine qui avait dit, quand j'ai vu le film que ça a donné, j'ai fait, mais mon Dieu, quoi. Enfin, c'est horrible ce que j'ai joué, tu vois. Mais c'est plus pour le comédien et le mental du comédien. À quel moment tu peux lui faire des choses horribles à ton comédien, en fait? C'est plus comme ça que je vois. Ou alors le gosse de Requiem pour un massacre, qui a dû avoir de belles séances de psy après le film, quand même. Mais après, je pense que même si c'est des comédiens enfants, tu peux quand même, peut-être pas de manière détournée, mais tu peux leur faire jouer des trucs, genre, par exemple le gosse dans l'orphelinat ou des trucs comme ça, des trucs qui font peur. Enfin, moi je pense que tu peux quand même, peut-être pas de manière frontale en mode bon ben maintenant tu te fais écarteler, mais dire imagine t'as très mal. Enfin, après c'est au réalisateur de. Bah c'est ça, oui. Après, si l'enfant veut voir le film après, il peut se perdre un peu là-dedans, mais je pense que. Après, je connais pas du tout, moi, ce milieu-là, genre comment il gère avec les enfants. Je vois que des extraits, par exemple, de Hit, enfin de ça. Je vois le clown qui bouffe un enfant, et puis tu vois le behind, derrière la caméra, quoi. Une fois que ça s'est éteint, le making-of, tu vois, ça va, tout va bien et tout. Et on sent qu'ils sont vraiment rassurés. Je pense qu'il y a beaucoup d'enfants, je pense qu'on sous-estime aussi, mine de rien. Parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui sont capables de. Vraiment de prendre le truc un peu pour un jeu et s'amuser. C'est un peu ce que dit. Alors attention, je fais un parallèle de fou là, mais le joueur du grenier, lui, il adore cette espèce d'humour noir. Prendre des enfants et puis leur faire des trucs un peu choquants, genre boire de l'alcool, ou alors ils tabassent un enfant, un truc comme ça, et puis eux ils adorent. Ça les fait beaucoup rire. C'est comme la scène dans Once Upon a Time d'Hollywood où DiCaprio il jette une gosse par terre en hurlant, en la braquant avec un flingue, et après il fait ça va, je t'ai pas fait mal. Elle fait ah non, j'adore, je me jette très souvent par terre. Enfin. Voilà, ça reste aussi des enfants. Après, c'est sûr que si tu montres un enfant se faire, genre dans Dr. Sleep, je sais pas si vous avez vu Dr. Sleep, mais il y a une scène où un enfant se fait comment dire, éventrer et puis dévorer en quelque sorte vivant. Et ça, c'est vrai que ça fait un peu froid dans le dos, quoi. Parce que en tant que spectateur, t'as ces deux entités qui doivent être le plus loin possible dans la sanité, on va dire. C'est l'enfance et la mort ou la souffrance. Enfin, c'est pour ça que les films d'horreur adorent les enfants, c'est que ça crée ce décalage et ça nous met mal à l'aise. Ça choque plus facilement. Ouais, c'est ça. Et puis surtout que ce gosse joue incroyablement bien dans Dr. Sleep. Elle est horrible, cette scène, vraiment. Ça terrifie. Le film est naze, mais la scène j'ai pas vu. Ah, moi j'ai bien aimé le film. Ça me fait des frissons, c'est vrai, dès qu'on tue des enfants, dans Nosferatu, ça m'a fait ça. À la fin, quand Nosferatu tue les deux gamines et il arrache en deux la gamine, quand j'ai fait non, là ça me. Ouais, mais ça, c'est pas très bien ce que vous faites là. Des trucs de trucage à faire pour pas que. Voilà, ah, mais je sais très bien. On n'a pas arraché en deux. Il y a rien de. Il paraît que l'effet est amplifié quand on a des enfants soi-même aussi. Oui, je pense que des différences, ça compte pas vraiment. On parle de trucs hardcore et tout, mais il y a même des films comme Tideland de Terry Gilliam. Il y a des films. Celui-là, il est malsain. C'est un des films les plus malsains que j'ai vu. Tu dis, la gamine, elle a dû jouer ça des fois. Lequel Tideland. Ah oui. Il y a un moment, elle embrasse un handicapé mental et tout, mais genre, c'est fou. T'es pas bien. Elle embrasse son père momifié aussi.
Oui, c'est ça, parce qu'elle croit qu'il est encore vivant, qu'il dort juste. Il y a aussi ça, et ouais. là, tu te dis, mais l'actrice aussi, elle a dû aller voir le psy un petit peu. Bah ouais, il y a aussi ça, je trouve, qui joue dans ce genre de film. C'est au-delà, enfin, des fois, ça nous sort un peu du film. Et on se dit, ouais, mais on se pose plein de questions derrière. Et c'est pour ça que, par exemple, j'aime pas du tout le cinéma de Gaspard Noé. C'est que bah, je sens que le gars, c'est un détraqué et j'aime pas du tout, en fait. Alors que moi, j'adore son cinéma. Mais... bah voilà, parce que tu es un détraqué, Jérémy. C'est la réponse est simple. J'ai vu Serbian Film 2 fois. Mais il y a... Et par exemple, Tom Six, le mec qui a réalisé les Human Centipede, ça par exemple, je pense, ouais, il a un côté un peu fou, on va pas se mentir, mais ça me dérange moins, par exemple, parce que c'est... j'ai vu des interviews et tu sens que bon, le gars, voilà, il avait pas non plus un fétiche bizarre, genre ah ouais, j'adore, vas-y, fais ça, bouffe la merde ou je sais pas trop quoi, non. Enfin, tu sentais pas un peu le... Enfin, je sais pas, c'est aussi beaucoup de ressentis comme ça. Et des fois, je trouve que ça transpire. Par exemple, dans Léon, moi, c'est un truc qui m'a toujours dérangé dans ce film parce que tu sens le côté malsain, en fait, mais pas le bon côté malsain. Tu sens le côté malsain de Luc Besson qui a un kink bizarre, pédophile, chelou. Et la sexualisation du personnage principal, enfin de la gamine. Ah ouais, et encore, c'est la version courte qu'on a vue, mais normalement, dans la Final Cut, il y avait 20 ou 30 minutes de plus avec des scènes où elle lui disait « Léon, je veux faire l'amour avec toi », des trucs comme ça, où elle le draguait ouvertement, et c'est des scènes vraiment très dures à regarder. Et tu sens que derrière, c'était pas pour choquer ou quoi, non, il y avait vraiment une espèce de kink chelou du réalisateur qui était en kiff, qui sortait d'ailleurs à ce moment-là avec Maïwen, qu'il avait rencontré quand il avait 15 ans. C'est connu pour ça, ouais. C'est encore plus bizarre et encore plus malsain quand tu connais le réal et que tu connais un peu son histoire, et voilà, notamment qu'à l'époque il sortait avec une ado, quoi. Enfin, il avait 14 ans quand ils se sont rencontrés et qu'il a flashé sur elle. 14 ans, il en avait 30. Ça me rappelle aussi le film Lolita de Stanley Kubrick, parce que ce film... En fait, il a tendance à traiter la relation de l'homme plus âgé avec la fille beaucoup plus jeune. Il les appelle les nymphètes, il me semble. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que le livre était vraiment axé sur une dénonciation de ça, le livre d'origine. Et alors que le traitement du film, justement, a quand même pas mal fantasmé la chose. En fait, de base, dans le livre d'origine, on a plein d'indices qui nous permettent de vraiment comprendre que la nymphette, comme il l'appelle, elle est sous l'influence de l'homme, et que c'est lui qui exerce, il me semble, une domination dans la relation, alors que le film traite plutôt de l'inverse. C'est elle qui exerce une domination dans la relation. Oui, mon ex-femme a lu le bouquin, justement, elle m'en avait pas mal parlé, elle me faisait beaucoup de dire putain, ça c'est horrible, mais déjà ce qui joue aussi beaucoup, je trouve, la grosse différence entre le film et le bouquin, c'est que le bouquin, je crois qu'elle a à peine 12 ans, là où dans le film elle a l'air d'en avoir à peu près 15 ou 16. Et à 15 ou 16 ans, il y a ce truc déjà de la fille qui essaie de se montrer un peu jolie, qui joue de ses formes et machin. Et donc la sexualiser, c'est hyper simple. À 12 ans, t'as encore ce truc de l'innocence pure, et qui fait que tu la sens du coup qu'elle est pas du tout... Même s'il y a quand même ce côté, on a l'impression qu'elle essaie de plaire, tu la sens complètement manipulée, quoi. Ouais, dans mais ça... Mais ça reste que le film fait un renversement de la responsabilité, là où on a quand même un homme adulte qui, du coup, exerce, et normalement dans toute situation, exerce une influence sur même une gamine de 14-15 ans. Elle est certes... la sexualiser est beaucoup moins choquant, déjà d'une, parce que c'est très courant dans le cinéma de sexualiser des filles de cet âge-là. Et je dis pas que les filles, aussi les garçons, ça s'y met de plus en plus, je dis pas le contraire. Mais de sexualiser des jeunes gens de cet âge-là, et de les responsabiliser aussi, même sur leur sur justement la démarche là-dessus, sauf que là-dessus j'ai un petit problème moral en fait avec cet aspect-là, parce que pour moi à 15-16 ans ça restera toujours l'adulte qui a une responsabilité sur le relationnel qu'il a avec un mineur, parce que leur développement cérébral est en cours, ils n'ont pas les mêmes capacités cognitives, et sans parler d'expérience, mais là je parle même en termes biologiques. Ils n'ont pas biologiquement les mêmes capacités qu'un adulte, sur la gestion de leurs émotions, sur la gestion de leur identité, leur recherche identitaire, leur bouleversement hormonal. Il y a plein de raisons qui font que, en fait, pour moi, l'inversion de la responsabilité n'aurait jamais dû se faire comme ça, surtout en sachant que le livre de départ dénonce la chose. Je trouve ça... j'ai un malaise avec l'adaptation qui a choisi, au contraire, comme je dis, de faire ce renversement-là.
Mais là, pour le coup, c'est justement c'est le troisième aspect intéressant à aborder avec cette question-là, je trouve. Parce que là, on a abordé surtout la violence et le sexe, mais là, on rentre un peu plus dans l'aspect moral. C'est-à-dire, au-delà de ce que tu montres, quel est le message derrière, sans même parler de la violence graphique. Non, mais du coup, dans la même idée d'aller plus loin dans la morale, un truc de est-ce qu'on peut tout montrer, tout bêtement, ça rentre aussi dans les des films ouvertement de propagande. Que ce soit des idées extrêmes, parce que le réel, je sais pas comment il s'est fait, qui véhiculent des idées racistes, homophobes, xénophobes, des idées nauséabondes. Moi, pour moi, tu vois, là, même si, tu vois, c'est une petite famille qui dîne et tu fais un dîner de racistes et tout le monde tu vois, il y a rien de choquant à part les propos. Et du coup, ou même des fois, même la mise en scène peut dire. Ça s'appelle la zone d'intérêt. Ouais. Moi, je suis pas trop d'accord. Ouais. Si tu peux faire plein de films de gauchistes, tu peux faire plein de films de droite. Il y a pas de. Ah, mais bien sûr. Mais il y a droite et il y a des trains, quoi. Il y a deux. Oui, mais tu peux aussi, tant que ça reste du cinéma. Parce que sinon, tu fais plus de films. Pas vraiment, parce nazis, que comparé aux films de gauchistes, il y a ce genre de truc qui est condamné par la loi. Et après, mais je crois que c'est quand ça s'appelle le fossoyeur de film qui en parle, ou je sais plus qui disait, c'est vrai que c'est difficile de faire qu'il n'avait jamais vu un seul film anti-guerre. Qu'au final, on finit toujours par faire des films pro-guerre. Et dans Karim cette Debache même idée, qui dit ça. Karim Debache. Ça m'aurait étonné qu'on parle pas de lui. War Games, si je ne m'abuse. Ouais, mais du coup, dans cette idée-là, c'est intéressant de dire, est-ce que tu peux montrer de la sympathie avec ces gens et tout ça? Alors, moi, je pense que montrer là, bon, prenons le comment ça s'appelle? J'allais dire le train, mais c'est mauvais goût. Le sujet du nazisme, par exemple. Moi, je trouve que c'est très important de montrer que les nazis sont pas des horribles gens avec des dents pointues, parce que c'est en montrant que c'est des animaux que tu dis c'est pas des humains, donc tu le mets ailleurs dans la société, tu vois. Et comme disait Mickaël, la zone d'intérêt, c'est ça, quoi. C'est vraiment montrer que c'était des gens avant tout. Intéressant. Et je trouve ça intéressant. Après, aussi, moi, j'ai pas compris la zone d'intérêt, parce qu'il y a des moments. Non, mais c'est vrai, il était chiant. Il est chiant, le film. On parle pas de la qualité du film et s'il est bien ou pas. Moi, je l'ai trouvé très très chiant. Mais à côté de ça, le principe de la zone d'intérêt était hyper intelligent pour ça. C'est pour ça que même moi, ça me dérange pas. Tu vois, il y en a qui ont dit Dahmer, ça le rend trop sympathique et tout, la série. Et moi, je suis pas d'accord, parce que c'était quand même un mec qui avait une vie, qui était apprécié par des gens, tu vois, en dehors de ce qu'il a fait. Et moi, ça me dérange pas qu'on montre ce côté-là, parce que c'est un fait contraire, même. Voilà. C'est ça qui marche. Pour moi, c'est un fait que, ok, le gars, c'était un monstre, mais il avait une vie en dehors de ça. Il était apprécié par des gens et tout. Il avait un autre visage, en fait. Et c'est pas juste dire, ouais, c'était un connard et il faut montrer que les aspects négatifs. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Moi, je pense que c'est bien de montrer les trucs, les côtés un peu plus acceptables de sa personnalité. C'est bien de les montrer aussi. Mais c'est vrai que je rejoins Erwan sur le fait qu'il y a des points, et notamment le point Godwin, où c'est peu traité, ça. Où effectivement, on a quand même une diabolisation des nazis au sens large, et qu'il a été pendant longtemps. Et même la zone d'intérêt, qui effectivement est beaucoup plus nuancée, ne nous donne pas un attachement particulier sur les personnages qu'on voit. Ils sont quand même... ils sont quand même traités avec en fait, on montre qu'ils sont pas foncièrement mauvais, et ça, c'est déjà une belle nuance, mais sans nous les montrer pour autant attachants. Et ça, de façon générale, je trouve que c'est un peu la chose. C'est vrai que les tueurs, ça se fait un peu plus, je trouve, dans le cinéma, parce qu'il y a vraiment une iconisation des tueurs, des mafieux, de tout ce qui va être dans un certain domaine et qui est régulièrement iconisé. Et alors qu'à l'inverse, il y a certains points, justement, peut-être un peu plus sujet à polémique, et notamment, je trouve que le nazisme est un très bon exemple, parce qu'on a du mal à humaniser, montrer par exemple qu'un nazi peut être en parallèle, avoir des valeurs morales fortes, et qui peuvent rejoindre les nôtres, comme par exemple un attachement à la famille, enfin bref, qu'on peut avoir une vraie identification pour un personnage qui est moralement à l'opposé de l'état d'esprit, on va dire, commun d'aujourd'hui.
Mais ça serait intéressant justement de le traiter davantage parce qu'on a tendance à se dire les nazis c'est des connards, ça pourrait jamais arriver. Alors qu'en fait, justement, ça n'a pas été tous des connards. Ils étaient dans un contexte qui a façonné une certaine façon de penser et qui pourrait se reproduire aujourd'hui. Et d'un côté, ça déresponsabilise les gens de se dire oh, les nazis c'est des connards, ou ça se fait aussi avec les violeurs d'ailleurs. Il y a aussi ce truc-là de les violeurs, ils sont pas humains. C'est forcément le mec bizarre qui t'attend derrière ta voiture et qui a des kings chelous. Alors qu'on le voit bien, ne serait-ce qu'avec les stats ou les choses comme ça, les violeurs, ça peut être l'homme du quotidien, ça peut être le collègue super sympa avec qui tu passes des sacrés week-ends, et pour autant avoir ça direct. Et d'autant plus parlant avec l'affaire récente. Mais, Et puis, en plus, les stats montrent surtout qu'en plus, la majorité des viols, c'est dans le cercle familial, tu vois. Donc c'est même pas des inconnus qui t'attendent le soir, quoi. C'est un oncle, un cousin, un frère, et c'est ça qui est terrible. Il y avait ça dans Je verrai toujours vos visages aussi, où il y avait un peu cette relation de la fille avec son père, où d'un côté, tu vois, elle était attachée avec son père, mais d'un côté, il était pas très net. Son frère. Ouais, il y a son frère aussi, mais il y en avait une autre, je crois, avec son père qui se frottait contre elle, ou je sais pas quoi. Mais tu vois, dans cette idée aussi, c'est ça qui est fou, ça me rappelle un film, par exemple, Opération Valkyrie. C'est fou comment le réal a réussi à tout le groupe de nazis qui veulent renverser Hitler, et on arrive à les changer en mode c'est des héros, machin, nana. Mais en fait, si tu prends les faits du film concrètement, ce qui est reproché à Hitler, c'est d'avoir perdu la guerre. Je veux dire, ils remettent jamais en cause l'Holocauste, ils remettent jamais en cause quoi que ce soit, tous les crimes de guerre du régime nazi. Mais en fait, Tom Cruise, il est jamais contre, tu vois, dans ce film. Mais vu que un film, t'es censé, quoi qu'il arrive, au bout d'un moment, tu t'attaches au mec, tu dis, ah, mais c'était un mec sympa. Tu sais pas, ça se trouve, il tabassait des juifs en 33, et c'est juste qu'il a dit, ah, ben Hitler, il a perdu la guerre. Oh, on fait un attentat. Moi, je suis d'accord pour montrer le côté humain de la personne, mais il faut pas non plus glorifier ce qu'il a fait, tu vois. Si on te montre des nazis, on peut voir que, ok, dans leur famille et tout, c'était des gens bien et tout. Ça veut pas dire qu'il faut dire ce qu'ils ont fait, c'était génial. Ou un tueur en série, au final, c'est pas trop grave ce qu'il a fait, tu vois. Donc, non, bien sûr. Voilà, il y a un truc de. C'est là la nuance, c'est que il faut pas dire, ok, on accepte tout ce qu'il a fait. Mais j'aime bien le fait qu'il y ait quand même une nuance de. C'était pas que ça, et que on n'arrive pas sur des trucs il faut absolument juste les montrer comme des monstres et qui c'était que ça, et leur seule caractéristique c'est d'être des gros enculés. Mais c'est ça, c'est comme disait Cassandre, il faut montrer qu'ils sont humains en fait avant tout, et que oui, ce sont des monstres, tout ce que vous voulez, mais ils sont quand même humains, et en fait ils peuvent te ressembler à plein de niveaux différents, parce que justement les mettre dans une autre case, ah oui mais c'est des monstres, parce que c'est le problème, c'est que des fois tu penses aux nazis et tu fais oh là là, ouais, vraiment cette époque de fous, vraiment des gens fous, et en fait je pense que y en a aujourd'hui, ils sont vraiment pas différents, et pourtant voilà, ce sont des êtres humains. Oui, parce que des Hitler, je pense qu'il y en a beaucoup, même actuellement, qui existent. Non, mais il y a beaucoup de mauvais écrivains en effet. Mais c'est vrai que les nazis ont été énormément déshumanisés à travers le cinéma, je trouve. Et que ce soit à travers la parodie, la caricature, ou même à travers des sujets plus sérieux, mais qui les ont vraiment fondamentalement traités comme... Qui est pour la réhabilitation des nazis dans ce podcast? Mais par contre, on peut se tromper. Inglourious Basterds, par exemple, c'est vrai que c'est un très bon exemple aussi, tu vois. C'est que des... Enfin, quand tu vois, c'est... non, Himmler, mais non, c'est pas Himmler, c'est... Comment il s'appelait, là, son ministre Goebbels, je crois. C'est pas Goebbels qui est dans le film, là, l'espèce de producteur du cinéma, ou je sais pas trop quoi, du Führer, là, l'espèce de... Il me semble. De malade, ouais. Et qui se fait tuer avec Hitler à la fin. Ah oui. Et oui, c'est vrai que tu les vois, ils sont vraiment... tu sens vraiment les espèces de psychopathes. Bon, je pense que pour le coup, eux, c'était vraiment des gros psychopathes. Après, dans Inglourious Basterds, ce sont tous des psychopathes. C'est-à-dire que même les chasseurs de nazis, ce sont des psychopathes. Donc, ils ont tous des grands malades, en fait. Mais ce que je trouve très intéressant, justement dans ce film, c'est qu'il y a tout ce côté un peu absurde avec Hitler, tu sais, qui est là, genre, qui kiffe sa vie devant le film à la fin, tu sais, c'est ultra abusé. Mais en même temps, t'as Hans Landa, tu sais, joué par Christoph Waltz, qui lui est un des pires méchants de l'histoire du cinéma, qui est d'une froideur terrifiante, et qui lui
joue vraiment le parfait Ouais. psychopathe et je suis sûr que ça, il y avait des mecs C'est comme le ça, plus, tu vois, c'est vraiment. le plus réaliste, c'est le plus réaliste ça. je trouve dans le film. Les autres sont très caricaturés. Et donc, Et lui, au milieu, c'est plus une caricature et tu fais waouh. mais justement, c'est ça le truc, c'est pour ça qu'il fait peur, c'est que il est toujours humain, tu vois. Il est pas dénaturé un peu comme les autres qui sont un peu des caricatures. J'étais tombé sur une vidéo de Chabat, alors je pars complètement ailleurs, mais d'une interview d'Alain Chabat qui disait, à l'époque où il y avait encore Bruno Carrette et tout, il disait dans un sketch, il fallait qu'on se foute de la gueule de l'extrême droite. Et il disait, on avait pris un mec et on commence, Carrette, il avait écrit un peu en mode, ou c'est le contraire, c'est Chabat lui, il avait écrit un peu en mode, ouais, je vais le mettre ultra méchant, genre limite nazi avec une moustache, je le gueule tout le temps et tout. Et c'est Carrette, il a fait, mais non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Si tu veux faire un personnage vraiment réussi sur le fait qu'il soit méchant et que ses mots tu te dises, oh mon dieu, c'est horrible ce qu'il dit, il faut que tu le fasses le plus gentil possible. Il faut qu'il ait l'air d'une douceur et qu'il soit mignon. Et donc Chabat l'a joué trop mignon, genre en mode oh bah tu sais, les Arabes il faut tous les virer. Tu vois, vraiment, il était comme ça. Et du coup, ça le rend encore plus cruel. Et c'est vrai que ça, c'est un truc, c'est que plus tu humanises, et donc c'est ça qui est fou et qui fait que ça devient réaliste, plus tu humanises un monstre, plus ça devient affreux au final. Parce que un monstre, c'est moins flippant quand il est considéré et qu'il est créé comme un monstre au final. Dans la façon de faire jouer un méchant, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'un méchant qui passe son temps à gueuler et à être méchant parce qu'il est méchant de manière exagérée, ça fait peur à personne. Par contre, un méchant qui parle tout doucement, qui est posé, qui est calme et tout, c'est là que tout prend son sens. Enfin, et c'est le cas de Christoph Waltz dans Inglourious Basterds. Il passe son temps le mec, on dirait qu'il est qui fait du yoga tous les matins, sa petite méditation et tout. Il est calme, il est posé. Et alors que c'est le pire de tout le film, quoi. Mais voilà, alors que Hitler là, par exemple pour Inglourious Basterds et même dans d'autres films. Il y en a eu plusieurs sur lui, mais j'ai la naissance du mal qui me vient en tête, mais je La chute. Mais bref, la chute, ouais. Je connais que le même de la chute. Ouais. Souvent, ce qu'on pense quand on pense à Hitler, c'est un vieux fou qui passe son temps à hurler et tout. Et du coup, même cette pensée-là, bah, ça tombe dans le côté caricatural. Et du coup, ça fait presque rire, en fait, ce genre de méchant très poussé à l'extrême. Ça fait plus rire, alors qu'un vrai psychopathe, bah, c'est... Parce que justement, il y a ce côté réaliste. Et un gars qui passe son temps à gueuler, bon, bah, c'est moins réaliste que. Moi, je suis sûr, tu prends l'apéro avec lui, il était super sympa. Hein. Je pense en fait qu'il y a dans la façon de traiter l'idéologie nazie, je pense qu'il y a une part des gens qui hésitent à traiter le sujet justement avec plus de nuances. Je pense qu'il y a une vraie peur déjà que ça se reproduise, une peur en montrant cette nuance de peut-être amener des gens à rejoindre cette idéologie en mettant, par exemple, imaginons qu'on fasse un biopic sur Hitler et qu'on montre qu'on arrive à rendre le personnage attachant en parallèle de ce qu'on lui connaît déjà. Genre, il aime les chats. Voilà, il était végétarien, il aimait la peinture. Bref, tout ça appuyé sur... Voilà, imaginons, voilà, c'était un amant aimant, c'était quelqu'un de sympa avec qui t'aimais faire des brunchs, et qu'on arrive vraiment à vendre ça. Bah, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur, justement, de franchir cette ligne morale. Parce que, de peur, justement, qu'il y ait un public qui aille à encenser ça. Enfin, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux, ce genre de choses, quand on voit déjà les icônes, enfin, le film Joker qui sort, toute la communauté sur Internet qui ont fait une icône en mode c'est trop moi, on va abattre la société, tout ça. Enfin, on voit les vagues que ça peut faire aujourd'hui, et je pense que c'est une des choses qui peut amener les gens à être un peu frileux, à s'éloigner justement des normes morales dans le traitement du sujet, surtout sur ce point-là qui est vraiment le gros point noir de l'histoire pour nos jours, hein, parce que des génocides, c'était pas le premier, mais disons que c'est le plus frais, on va dire, pour non, c'est le plus organisé, occidentaux. J'imagine des gens voir un film sur Hitler en disant putain, c'est trop moi, quoi. J'aurais pas eu l'idée. Quel nazi es-tu? Elle qui sort en quiz, quel nazi es-tu? Les trains, c'était bien fait quand même. Je disais, c'est vrai que c'est une vraie problématique parce qu'imaginons qu'on en montre comment les gens ont rejoint l'idéologie et qu'on arrive à montrer justement toutes les nuances des personnages et à la fois la façon dont ils ont rejoint l'idéologie pour nous montrer à quel point c'était naturel dans leur vision des choses. La preuve, c'était la pensée majoritaire. C'est arrivé. C'est le risque de faire ça au public. C'est intéressant de créer cette compréhension. Aussi, je trouve. Mais totalement, de toute façon, comme tu je disais, suis pas pour la censure là-dessus. Comme tu disais tout à l'heure, c'est un peu niais. C'est en gros, les gens veulent tellement plus
voilà, que ça se reproduise, qu'ils veulent même pas, tu vois, un film sur justement comment ça s'est passé réellement. Mais voilà, on voit pas trop ça, j'ai l'impression. Voilà, comme tu dis, des gens qui n'étaient pas forcément racistes ou xénophobes de base et tout, et bien on rejoint cette idéologie, parce qu'il faut se rappeler que Hitler, il a quand même été élu. Et donc comment il a réussi à convaincre des gens, tu vois, voilà, après, ouais, c'est aussi intéressant. Un peu plus compliqué que ça, oui, mais c'est la montée de l'antisémitisme et tout. Oui. C'est pas juste mais dire lui il est arrivé, il a fait des trucs méchants. C'est surtout qu'il n'était pas aussi extrême à ses débuts, on va dire, parce que c'est. Oui, voilà. Est-ce que, s'il vous plaît, on peut revenir un petit peu sur le sujet du cinéma et des limites qu'on peut revenir à l'écran. Alors c'est bien parce qu'on a fait un lien avec Hitler, etc. Et c'est super intéressant. Justement, parce que là vous avez fait. Mais maintenant revenons un peu plus avec le rapport au cinéma, s'il vous plaît. Et je voulais revenir là-dessus justement parce que je trouve que ça marche un peu dans le sens inverse aussi. C'est par exemple, je sais que Hacksaw Ridge, Tu ne tueras point. Il avait eu quelques problèmes à sa sortie parce qu'il y avait des gens qui disaient mais c'est honteux de montrer autant de violence, faut arrêter de genre encenser la guerre, des trucs comme ça. Et moi, c'est un truc que je ne comprends pas. C'est comme Il faut sauver le soldat Ryan, par exemple. Pour moi, c'est les deux meilleurs exemples. Tu ne tueras point, Il faut sauver le soldat Ryan sur des films réalistes en fait de la guerre, parce que en fait la guerre, c'est ça, que ça te plaise ou non, c'est une putain de boucherie. Et je trouve pas que ces films se complaisent là-dedans en disant vous avez vu, il y a des tripes, il y a des morts, des gens qui hurlent maman, maman en train de crever avec les jambes arrachées et tout. C'est juste, moi j'étais tellement heureux de voir des films comme ça parce que ça m'énervait de regarder des films comme je sais pas Tant qu'il y aura des hommes, tu vois. Bon, c'est pas le sujet, la guerre c'est sur un fond de guerre, mais c'est un peu une histoire d'amour et tout ça, mais on te montre la guerre sous un angle genre ah oui c'est beau ma chérie, oui je reviens, tu vois un mec se faire tuer au loin et puis tu vois pas trop de sang, des trucs comme ça. C'est un peu ça qui m'énervait, c'est que on te montrait jamais vraiment la violence de la guerre, ou alors on te l'a montré avec des films comme La liste de Schindler, tu vois, qui était plus psychologique un peu. Et justement, moi je trouve que c'est complètement débile les gens qui vont dire ouais mais c'est trop violent de montrer voilà, si vous avez vu Tu ne tueras point, c'est une boucherie, la fin, c'est la scène de guerre, elle est incroyable, plusieurs scènes de guerre, toute la séquence sur la Hacksaw Ridge quoi. Et justement j'étais là, mais oui en fait ça ne peut jamais être trop violent parce que c'était ça en fait, c'était littéralement ça. Et justement c'est bien de le montrer, et c'est bien que les gens se disent putain mais quelle horreur parce qu'ils se disent putain la guerre quelle horreur, tu vois. C'est con, mais je suis assez d'accord. Moi alors j'ai pas vu en entier Il faut sauver le soldat Ryan parce que j'ai pas eu le temps et je me suis jamais remis à me remettre au film, mais c'était il y a des années et des années. J'avais regardé la première moitié et je savais pas du tout qu'il y avait une séance aussi horrible de tuerie de masse sur Omaha Beach là. Je savais pas qu'il y avait cette séquence qui allait arriver et j'étais comme ça pendant tout le long. Oh, mais qu'est-ce que c'est, waouh! Et vraiment je m'attendais pas à un truc aussi affreux et j'étais pas bien, et je me disais mais oui, comme tu dis, j'ai senti l'horreur de la guerre au plus profond de moi. Je me suis dit mais c'est vraiment horrible. C'est vrai qu'on a fait des films d'action aussi sur la guerre et je trouve que là il y a une complaisance. C'est là on tue des gens, on bourrine, machin et tout. Là c'est pas un film d'action sur la guerre, clairement pas. C'est juste on te montre à quel point c'était affreux et un massacre quoi. Et je trouve que ce réalisme est très important justement dans ces films-là. Après, est-ce que les films comme Il faut sauver le soldat Ryan ou Tu ne tueras pas, en fait, on a l'impression que ça nous choque parce que j'ai quand même un peu l'impression que les films sur la Deuxième Guerre mondiale sont déjà produits beaucoup plus par les Américains, et en fait il y a un côté très patriote et très guerre idéologique de on s'est battu contre le mal, alors que par exemple les films sur la Première Guerre mondiale, il y en a pas un qui va glorifier la guerre, parce que là c'est vraiment une guerre terrible, et j'ai pas vu un seul film sur la Première Guerre mondiale où c'est pas des mecs dans la boue, des mecs qui perdent leurs potes avec les gens à arracher, et en fait alors c'est du cinéma beaucoup plus européen.
beaucoup plus centré, beaucoup plus intimiste, mais qu'on voit la guerre ou qu'on la voit pas, c'est vrai que dans la Première Guerre mondiale, les films c'est toujours des pauvres types qui sont là parce qu'ils savent pas ce qu'ils font, et les généraux c'est tous des monstres, et c'est vrai que comparé aux films de la Deuxième Guerre mondiale, il y a moins ce côté idéologique gentil méchant, parce que c'est deux camps et qui se battent pour on sait pas quoi, et du coup c'est beaucoup plus facile de montrer juste la violence de la guerre, la violence des soldats dans les tranchées. C'est ça, le réalisme, en fait, il est traité que dans un sens. Et c'est pour ça que là-dessus, encore une fois, je rejoins Erwan sur cette pause-là, en fait. C'est-à-dire que les films comme Tu ne tueras pas, où il faut sauver le soldat Ryan, ça montre l'horreur de la guerre, mais seulement celle qui vient du camp d'en face. À aucun moment, ça montre les horreurs du parti de l'État américain. Alors qu'on sait que l'État, entre les drogues, enfin bref, le mensonge par la propagande, le fait, il y a des affiches de l'époque qui, pour essayer de convaincre les soldats de s'engager, sont affreuses, quoi. Aujourd'hui, on se dirait, mais l'État qui fait ça, putain, il est totalitaire ou merde. Et du coup, ça, par contre, les films américains qui parlent de la guerre, c'est toujours pour dire oh, ce brave soldat qui a affronté les Japonais ou les Vietnamiens, quel héros. Alors oui, il y a des enfants qui meurent, mais en même temps, c'est la guerre, il n'y a pas de coupables, et on a quand même des héros américains qui se sont battus pour la liberté et la patrie. Pratique, ce point de vue. Ça fait des super photos dans le Times, donc... C'est ça, derrière, on a un peu envie de se dire que que s'ils pouvaient caler, que si l'État participait au film. Alors je sais que les films sont pas faits dans cet état d'esprit, et je trouve que ce sont deux films super. Mais derrière, l'État, il pourrait dire engagez-vous, quoi. Il va falloir qu'on me ravive la mémoire vite fait. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a vu la chute du Faucon Noir, et ça rappelle un petit peu? Je m'en rappelle très vite un peu. Parce que je crois qu'il y avait ce délire-là, de montrer le côté gros connard des Américains. C'est ça, parce que c'est une équipe qui se fait abandonner. Si je me souviens bien, c'est bien ça l'idée. Et où on se dit putain, vraiment là, et en fait pendant tout le long t'es pas trop du côté des Américains, en fait t'es de leur point de vue à eux, mais tu te dis pendant tout le long putain, enfin c'est quand même des bons connards, quoi. Et je crois que ce film avait réussi à faire cette nuance, justement. Mais je suis pas sûr, hein, mais parce que les plus très bien de ce film, mais vas-y. C'est parce que je disais, c'est que les États-Unis, enfin les Américains, ils sont quand même vachement plus critiques sur ce genre de guerre là, parce qu'en fait ça revient un peu dans l'idée de on se bat mais on sait pas pourquoi. C'est qu'il n'y a pas de guerre idéologique comme pour eux au Vietnam, mais on se bat contre le communisme. Quand on a débarqué en Europe, c'est on va sauver le monde. Et en fait, c'est pour ça qu'ils ont leur guerre critique, surtout en Afghanistan, en Irak. On le voit aussi un peu dans... J'ai oublié le nom de ce film... j'ai oublié le nom de l'acteur, j'ai tout oublié, où c'est un acteur qui s'engage parce qu'il se fait larguer par sa copine, et en fait tu le vois que des préparations, et en fait il débarque au dernier moment, et en fait la guerre est finie parce que tout le monde avait payé, et du coup il tire un peu partout, mais c'est vrai que du coup les Américains sont critiques plus sur les guerres où justement ça a servi à rien. C'est ce sur quoi je voulais rebondir en parlant du soldat Ryan et de Hacksaw Ridge, c'est que ce sont des films très américains, parce que le problème c'est que ces films-là, ça demande beaucoup de budget, de faire des gros films de guerre, tout ça, et forcément ceux qui sont beaucoup plus critiques, ils ont moins de budget, et c'est aussi ça moi qui me dérange. Oui, ce sont des très bons films, et c'est vrai que c'est un peu le truc qui me dérange, c'est Mel Gibson, on connaît son côté très patriote, tout ça. Dans Tu ne tueras point, le mec passionné par la Bible, enfin voilà, qui croit à fond à ses valeurs bibliques, et puis qui sauve 75 mecs la nuit et tout, enfin c'est vrai que ça fait très America, fuck yeah, tu vois. Et puis pareil, il faut sauver le soldat Ryan, l'équipe elle part juste parce qu'il y a une pauvre mère, on lui a annoncé la mort de 3 de ses fils, du coup ils envoient, vu qu'ils sont gentils c'est les Américains, ils envoient une équipe pour sauver le dernier fils parce que la pauvre, etc. Et puis ils y arrivent, sont vraiment des héros américains, et il y a tout ce côté là. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de faire une critique sur ces films, enfin c'est beaucoup plus difficile de faire un film un peu blockbuster comme eux, critique envers l'armée américaine, tous ces trucs-là. Mais je pense à d'autres films, par exemple sur la Seconde Guerre mondiale, par exemple Battleship Island, je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est un film coréen qui parle de lui, un camp de concentration japonais dans lequel il y avait des Coréens. Et c'est une histoire, justement, avant la fin de la guerre, était une scène magnifique à la fin où, en gros, c'est des Coréens avec la petite qui joue dans Dernier Train pour Busan, qui joue mais incroyablement bien. Et il y a toute une histoire avec son père et tout un groupe d'amis où ils sont dans ce camp, et tout le film se passe dans le camp, et à la fin ils arrivent à partir, et t'as un plan magnifique où tu les vois sur un bateau en train de partir, et l'explosion nucléaire d'Hiroshima au loin, et tu les vois tous sur le bateau, genre
souffler un peu, enfin souffler au sens figuré, hein, la bombe était trop loin, hein, pour qu'il se fasse souffler par le souffle de l'explosion. Voilà, j'ai vraiment choisi bien mes mots là, c'est bien. Mais il y a beaucoup enfin, je pense que c'est bien de montrer tous ces côtés-là. Après, forcément, comme le dit Cassandre, oui, il y a ce côté assez américain. Et c'est vrai que parfois c'est un peu gênant. Et oui, on remarque que effectivement, c'est beaucoup plus dans les guerres un peu récentes. Ça a commencé avec le Vietnam, où tout d'un coup, ouais, ils ont vraiment commencé à être critiques envers les États-Unis. Et puis, c'est là que tu te retrouves, typiquement avec Rambo. Hein. Rambo, c'est vraiment là où ils ont commencé un peu à parler de ce qui allait pas aussi avec les Américains, à être très critique envers ça. C'est aussi pour ça que Rambo, je crois, il a pas été bien accueilli par tout le monde à sa sortie. Et puis beaucoup d'autres films en Afghanistan. Je pense aussi à Né un 4 juillet avec Tom Cruise, où tu sens que ouais, c'est un film bien plus un peu critique, on va dire, sur les États-Unis que pareil American Sniper un peu plus récemment. Mais du coup, ouais, tout ça pour dire que je pense que c'est bien en fait de montrer tout ça, et je pense que c'est important. Je pense qu'on peut se permettre de tout montrer au cinéma. Enfin, il n'y a pas de limite, il faut pas censurer non plus. Mais alors, ça dépend juste de la sensibilité de chacun, quoi. Avant de un peu terminer tout ça, on va bientôt arrêter l'émission pour de vrai. Mais j'aimerais quand même vous demander quelles sont vos propres limites. Je vais vous faire un petit tour de table. Qu'est-ce que vous avez du mal très subjectivement, à voir au cinéma, voilà, ou dans des films en général, quoi. Erwan. Moi, ce qui va vraiment me mettre très mal, c'est tout ce qui est violence sexuelle, pédocriminalité. C'est quelque chose qui va me dégoûter. Enfin, mon truc vraiment où je peux me dire putain, c'est terrible. Ça me retourne le ventre. C'est ça, quoi. Alors moi j'ai remarqué de mon côté, c'est la torture animale, mais vraiment pas juste je tue un animal, tu vois, dans Equilibrium, au moment où il tue des chiens en hors champ, t'entends, mais ça va, tu vois, c'est touchant parce que la scène est touchante, mais ça me fait pas mal. Par contre, j'ai vu Les Innocents il y a pas longtemps, et il y a un moment où il y a un chat, où il y a un gosse qui torture un chat, il le jette de très haut et il pète la jambe, du coup le chat il boite, et après il met son pied sur la tête. Ça fait un hors-champ et t'entends comme ça, et là tu fais et vraiment moi je peux pas, cette scène de torture de chat, je fais mais pourquoi vous me montrez des choses comme ça en fait, c'est affreux, mais voilà, alors que tu me ferais la même chose avec un être humain, je sais pas pourquoi ça passerait. T'as dû aimer la scène du canari dans The House that Jack Built. La scène du trottoir dans American History X. Ah non, bah oui, non, mais cette scène-là, non, elle est affreuse pour de vrai. Mais là, aussi. c'est pas un animal. Mais je pense que j'ai beaucoup plus de mal avec. C'est pas un animal. Bah, tu vas le couper. Pardon. Allez, c'est la fin de ce podcast. Allez. Merci à tous. Le pire, c'est que j'y ai pensé, mais je l'ai pas dit, quoi. Oui, moi aussi. Pardon. Et donc tu disais que ton film Doudou c'était La Chute. Je sais pas si vous l'avez. Je sais pas si vous. Quand ça va mal. La liste de Schindler. Mais pour moi, pour de vrai, en fait, c'est vrai, c'est touché à l'innocence. Et un animal ou un enfant, c'est la torture de ces deux trucs. Je pense que c'est le côté innocent qui ont vraiment rien demandé qui me met ultra mal à l'aise. Même un adulte qui a rien demandé, ça peut être l'adulte le plus gentil. C'est un adulte, ça passe mieux quand même, tu vois. Alors que vraiment, c'est peut-être plus pour l'image que je m'en fais et l'iconisation justement de ce qu'on en fait de l'animal et de l'enfant. Toucher à ça et de torturer ça, ça me met très mal à l'aise. Dans The Witch par exemple, le début de The Witch, quand la sorcière broie le bébé, j'en pouvais plus de tellement je me sentais mal en fait. Tu comprends, hein, tu sais juste qu'elle a enlevé un bébé et après tu la vois broyer un truc tout rouge. Tu comprends que c'est le bébé, ça me mettait. Mais j'avais du mal à respirer en fait. Je me disais mais elle est en train de broyer un bébé en fait. Et ça me. En même temps c'est mieux qu'elle fasse ça parce qu'après il y a des grumeaux et tout, c'est dégueulasse. C'est vrai ça. Mais voilà, ça c'est voilà, moi c'est mes limites, c'est ça. N'oubliez pas de peler votre bébé avant de le broyer. Bien sûr.
Non, mais tu vois, Benjamin. dans la même idée, Oui. c'était pas je reviens parce que c'était pas forcément une violence qui se montre, mais moi, tu vois, la scène dans l'orphelinat où la mère elle découvre le gosse, ou qu'elle découvre les sacs d'os, moi ça m'a retourné quoi. Je comprends. Voilà. Benjamin. Ouais, moi j'avais la violence animale aussi en tête. Change. Bah oui, non, sinon j'ai un truc plus léger, mais c'est les, c'est les ongles. Voilà, moi, c'est les. Ah oui, On je suis d'accord. on peut couper quelqu'un en petits morceaux, ça ne me pose aucun problème. Par contre, on arrache un ongle, C'est vrai. ce n'est pas possible. Voilà. C'est d'ailleurs Non, mais sinon- j'en avais parlé de ça quand on avait fait le 3 films sur ah merde, quand on a parlé de The Vigil, donc 3 films d'horreur. On a parlé de Ouais. The Vigil et je disais à un moment il y a une entité qui est dans la maison qui tourne son ongle comme ça. Et là, ça m'a fait ah non, Ouais, ça, voilà, c'est c'est pareil. Ça Non, me- mais sinon, ça, pour c'est être bon. un peu plus précis, c'est vraiment c'est le côté subtil en fait de la torture qui me met plus mal que juste de montrer. Voilà, si tu montres, on a vu tous les trois il y a pas longtemps Commando avec Schwarzenegger qui crée un génocide littéralement sur un petit peuple d'une île. Bref. Et du coup, ça ne pose aucun problème. Enfin, je veux dire, le fait de. Bon, là, en plus, c'est pas montré de manière gore ou quoi. Mais je veux dire, on a aussi parlé de Saw il y a pas très longtemps. Mais voilà, c'est du truc. C'est tellement, comme tu utilisais le mot, Michael, grand guignol, que moi, ça me fait rien. Après, au pire, pareil, c'est le genre de film que tu regardes entre potes avec une bière où tu regardes, ah, c'est dégueulasse. Mais en fait, dès que c'est subtil et que la vision est ciblée, voilà, et que c'est plus, je sais pas, même si le cadre est plus rapproché sur des petites scènes de torture de voilà, quelqu'un qui va se faire briser un os ou des trucs comme ça, ça me touche plus que le visuel global du sang avec un être humain ou des trucs qui sont trop gore, quoi. Jérémy. Alors, justement, moi, je pense pas qu'il y ait de limite dans les films. Après, il y a des trucs qui mettent plus ou moins mal à l'aise, tu vois, comme on disait, la violence animale dans The House That Jack Built, qui est hyper cher à dire comme nom de titre. Le moment avec le poussin, quand tu lui coupes la jambe et que tu vois le poussin tourner, ça met un peu mal à l'aise. Mais, pour autant, je pense pas que ce soit à supprimer du film. Parce que ça montre la psychologie du personnage et tout. Donc pour moi, il n'y a pas de limite tellement à ce qu'on peut montrer à l'écran. Même des films comme Serbian Film, des trucs comme ça, ça me dérange pas. À partir du moment où c'est bien fait et où c'est intéressant. Là où, en fait, entre ce qui est montrable et l'intention qu'il y a derrière, tu vois. Comme tu parlais de Léon, tout ça. Et moi, justement, je voulais parler de Salo et les 120 journées de Sodome. Parce que justement, il y a ce côté où moi, je suis pas contre ce qu'ils montrent à l'écran en tant que tel, parce que j'ai l'habitude de voir des trucs horribles au cinéma. Juste, c'est l'intention qu'il y a derrière, parce que je l'ai revu récemment. Et en vrai, tu as l'impression que voilà, c'est juste du voyeurisme et ça raconte pas grand-chose derrière, en fait. Guillaume. Moi, je suis comme Jérémy, il n'y a pas vraiment de limite. Hein. Pour moi, il n'y a pas grand-chose qui me choque. Enfin, c'est juste, est-ce que je vais passer un bon moment ou pas devant le film, quoi. Je sais que par exemple, les films psychologiques, les films où on s'intéresse beaucoup à la psychologie d'un personnage, moi, j'aime pas du tout, ça me fait chier et souvent ça me met mal à l'aise. Par exemple, La Pielle qui habite, moi, c'est un film que j'ai pas du tout aimé parce que je me suis fait chier devant et puis je trouve ça malsain, quoi. Et je trouve ça vraiment perturbant et c'est des trucs qui me mettent mal à l'aise. Après, est-ce que voilà, il y a des limites, des choses que je ne supporte pas de voir? Non, pas vraiment. Je pense pas en avoir spécialement. C'est juste, comme je disais, j'aime bien juste être emporté par un film, par le scénario, l'histoire et tout. Et puis voilà. Cassandre. C'est vrai que moi, comme j'avais déjà expliqué le côté gore, aucun problème. Je pense même que ça me permet d'exorciser une forme de violence interne. Ça soulage un peu. Et après, pour ce qui est... Enfin voilà, pareil, déjà dit, hein, pour tout ce qui est violence sexuelle, pédocriminalité, tout ça. Là, en fait, j'ai pas de problème, pareil, à ce que ça soit traité. Mais je dirais que mon vrai problème, il est justement dans la façon dont c'est traité. Je pense que tous les sujets sont traitables. T'as un exemple de problèmes... De films que t'as eu beaucoup de mal à regarder.
Bah, ça sera bien le film, justement. C'est un film qu'à un moment j'avais voulu commencer parce que j'étais une période où je testais mes limites. Donc c'est la période où Cannibal Holocaust, Requiem pour un massacre, etc. où je me suis tapé un peu tout à la chaîne. Et en fait celui-là, j'ai pas pu continuer parce que j'ai une pote qui m'a spoilé tout le film et avec ce qu'elle m'a raconté. Et après j'ai regardé une analyse filmique qui confirmait ses dires. Et avec ce qu'elle m'a raconté, j'ai un problème. Enfin voilà, j'ai un déjà d'une, en fait, je vais faire la séparation entre deux émotions. C'est-à-dire qu'il y a l'émotion où il y a des violences sexuelles sur des enfants, tout ça, j'ai le cœur qui se serre, vraiment, j'ai trop mal au cœur, en fait, quand il y a ce genre de truc. Et après, il y a le traitement de ce type de sujet. Mais voilà, ça me serre le cœur, mais c'est pas grave, je comprends que les sujets doivent être traités. Mais après, selon comment c'est traité, moi, j'y vois justement une façon... des fois de représenter de vrais fantasmes, une vraie façon de montrer de la pire façon certains sujets et de... Enfin voilà, quand ça touche plus au fantasme qu'à la dénonciation et que la dénonciation est presque prétexte au traitement du fantasme, alors que c'est un problème réel derrière qui peut vraiment... Enfin, qui est représentatif de vraies problématiques, de vraies violences courantes, ce genre de choses. Là, en fait, là, je suis plus pour... Enfin, pas la censure, mais... Pour moi, en fait, quand tu traites des sujets importants qui ont un vrai impact sur notre monde, sur notre société, il faut savoir bien les traiter, un minimum. Parce que si tu les traites mal, pour moi, ça a des conséquences qui se déchaînent, quoi, qui s'accumulent les unes après les autres et qui font qu'il y a certaines choses qui bougent pas idéologiquement. Et toi, Benjamin, juste comme ça, t'avais un exemple? T'as déjà eu un exemple d'un film qui t'a vraiment mis pas bien et que tu disais putain, pourquoi je suis en train de regarder ça, quoi? Mais en vrai, Serbian Film, il m'a quand même physiquement mis mal à l'aise. Surtout voilà, étant un homme, donc c'est vrai qu'il y a quelques moments où j'étais vraiment pas bien et juste pas bien mal à l'aise. C'était orange, ouais, c'était. Et donc, faudrait que je le voie, ce film. Oh, mais il est très bien. Il a l'air vraiment bien. Ouais. Toi, Erwan, t'as un sinon... exemple aussi? Oui, pardon, vas-y. Megan is Missing, j'en parle souvent, mais c'est un peu Et là, pour le coup, on est vraiment dans un film qui montre pas grand-chose, mais qui est tellement dans une ambiance sale, poisseuse, glauque, tout ce que tu veux, que là, c'est assez violent aussi à ce niveau-là. Et toi, Erwan, t'as des exemples aussi de films? Du coup, j'avais déjà cité Orphelinat. Ah oui, c'est vrai, pardon. Ouais, après... après ça va être surtout des scènes dans des films, mais il n'y a pas un film où j'ai arrêté, je dis je peux pas. Ok, ouais, d'accord. Après j'ai pas vu Serbian Film ou Requiem pour un massacre, donc après je me suis pas encore infligé tout ça, mais ça va venir. Bon, ben merci beaucoup. Nous avons passé comme d'habitude un très bon épisode. Alors pas forcément ultra fun, hein. C'est des sujets vraiment assez limites, mais très intéressants. En tout cas, enfin, moi j'ai passé un très bon moment comme d'habitude parce que je trouve que les analyses étaient très profondes et ça fait du bien aussi de partir sur ce genre de choses. Après une rétrospective Pirates des Caraïbes, ça plombe un peu, mais c'est vraiment, vraiment sympa. En tout cas, je vous remercie beaucoup encore à tous et je vous dis à la prochaine, à très bientôt pour un nouveau Cinésphère. Bye, à la prochaine. À bientôt. Ciao. Bye. Merci Cassandre.